Bonjour Julie, bonjour à tous et bienvenue pour ce 43e épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Morgane, bonjour à tous. Un épisode qu'on n'enregistre pas à Paris. Oui, effectivement, c'est le week-end du 11 novembre et du coup on est parti chez mes parents, donc on a emmené le matériel pour enregistrer. Un épisode aussi qui s'est fait un peu de manière... alors on avait prévu, effectivement, on avait prévenu qu'on enregistrerait en rentrant de nos vacances de la Toussaint. Et il y a eu des films qui se sont rajoutés au fur et à mesure, notamment le film qui est en SVOD, on en parlera tout à l'heure. Et juste avant, voilà, vous êtes peut-être au courant, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, mais on a annoncé que on allait mettre fin au podcast à la fin d'année. Ce sera le dernier épisode. Alors, il sera peut-être enregistré début d'année 2025, puisqu'on fera le bilan de l'année 2024, comme on avait l'habitude de faire les 2 précédentes années. Mais ce sera effectivement, en tout cas, le numéro 43 sera un des derniers épisodes de l'histoire de Arrêt Caméra. Bah, je dirais l'avant-dernier peut-être, si j'ai bien compris. Enfin, un des 4 derniers. Pour dire un petit peu, Morgane, pourquoi on arrête, c'est pas... alors moi, c'est pas du tout par manque d'envie. Enfin, je veux dire, je suis très contente de faire Arrêt Caméra. Je suis très contente d'avoir fait Arrêt Caméra. Très contente aussi des réactions que ça a suscité, des auditeurs et que je remercie qui ont pris la peine de nous écouter. Parce que, bon, mine de rien, on a quand même fait des épisodes qui parfois duraient 2h30. Et comme dit Chantal Ackerman dans une vidéo, moi, quand je fais un film, j'ai l'impression de voler du temps à des gens et de les tuer un petit peu. Enfin, quelque chose comme ça. Et ben moi, c'est pareil quand j'ai fait Arrêt Caméra. Et non, mais en fait, c'est juste que c'est pas évident, je trouve, de maintenir le rythme d'un podcast comme le nôtre sur je ne sais combien d'épisodes, en allant voir énormément de films, en écrivant dessus. Et moi, je reconnais, je vais pas dire que j'ai fait un burn-out, c'est pas du tout les termes, mais c'est vrai, Morgane, je ne sais pas toi, mais moi, ça m'a épuisée. C'est par rapport... disons à mon travail, parce qu'en dehors d'Arrêt Caméra, j'ai un emploi comme beaucoup de Français. Se rajouter ça en plus de mon travail en allant voir énormément de films pour ensuite enregistrer, écrire un script et faire un podcast, ça m'a épuisé. Oui, publier, il y a ça aussi. Les réseaux sociaux, bon après, c'est pas non plus une tâche compliquée, ça, mais... Non, mais on a beau avoir, disons, optimisé le processus pour sortir des épisodes assez régulièrement en temps et en heure. C'est beaucoup de boulot et au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter, quoi. Voilà, je trouve. On prend toujours plaisir à le faire, mais le problème, c'est qu'il y a eu des périodes où c'était plus fatigant que d'autres. Ça a été même très compliqué, en vrai. Ouais, parce qu'il y avait d'autres échéances, on fait autre chose dans notre vie, donc quand tu jongles entre ça et le podcast, donc aller voir des films, on l'a dit, il y a des fois on a fait des épisodes où on faisait 4-5 films parce qu'il y avait beaucoup de films à aller voir, parce que vous le savez, on en parle souvent, il y a des périodes où c'est un peu période de vache maigre, il n'y a pas beaucoup de films qui sortent, et il y a d'autres périodes où c'est plus compliqué. Et d'ailleurs on se fait aussi du bien, je pense, en s'arrêtant à la fin de l'année, puisque janvier, février et mars, ça se bouscule déjà en termes de sortie. On a vu, il y a pas mal de films de Cannes qui ont été reportés. Aussi de la Mostra de Venise. Voilà, qui ont été reportés, qui devaient sortir fin d'année, qui sont finalement en janvier-février. Il y a les films de la Mostra de Venise, dont des films qui seront aux Oscars aussi, plus des films du Festival de Toronto, plus les petites sorties arrêt essai qui n'ont pas eu l'occasion de sortir avant et qui vont sortir. Donc du coup, ça va se bousculer, ça va être compliqué. Et c'est pas plus mal qu'on s'arrête avant, parce que voilà, c'est justement ce qu'on reprochait entre guillemets à l'idée de faire un podcast, c'était justement de devoir des fois traiter des films qui sont de plusieurs films, alors que de base c'est vrai qu'on s'était dit qu'on faisait un podcast avec 3 films sortis cinéma, une sortie VOD, mais ensuite la formule a évolué et évidemment quand il y a beaucoup de films qui sont
porteurs de quelque chose, soit d'artistique, soit qui peuvent être des phénomènes, forcément on s'oblige à aller les voir, et il y en a certains qu'on n'a pas forcément envie de voir, qu'on va quand même voir, et là le fait d'arrêter, ça va aussi nous permettre de prendre du temps de voir ce qu'on a envie de voir et pas le reste. Oui, parce que ce qui est vrai, Morgane, c'est que toi et moi, en fait c'est compliqué, on n'a pas vocation à voir tous les films. Moi je ne prétends pas non plus voir tous les films, en même temps c'est pas possible. Chaque semaine il y a entre 7 et 10 films qui sortent en moyenne, nouveaux, et je parle pas des sorties patrimoine. Même plus 12-15 films en vrai. Tant que ça ouais. Moi je dirais plus 10. Ça dépend les semaines, mais il y a des semaines où tu as 12 ou 15 films qui sortent par semaine. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que l'exhaustivité, on n'y a jamais prétendu, mais mine de rien, par rapport à Arrêt Caméra, on a essayé, je crois, de ne pas voir que des films Arrêt Essai, alors que c'est plutôt ce vers quoi toi et moi on tend. Ouais. Et par rapport à ça, moi j'aime bien les blockbusters, les comédies françaises, bon j'aime pas du tout bien évidemment. On n'en a pas traité, c'est vrai, ça pour le coup. Non mais bon, c'est globalement très mauvais, on se serait pas, forcé. Oui, et puis je me vois pas avoir de discours forcément. Il y a des podcasts qui sont spécialisés là-dessus qui le feront par exemple. Bien sûr. Mais qui sont très bien. Mais c'est vrai que après ça correspond aussi à notre cinéphilie, on est plus porté vers le cinéma d'auteur, le cinéma d'art essai, mais c'est vrai qu'on a aussi, on est curieux de ce qui se fait aussi en termes de cinéma grand public, blockbuster, et on en a parlé. Mais il y en a certains on a fait l'effort d'en parler, mais alors qu'on n'avait pas forcément envie de les voir. Voilà. Moi j'ai envie de citer, Morgane, des noms concrets. Par exemple, le premier volet des Mousquetaires. Effectivement. Je pense que si c'était pas pour Arrêt Caméra, je ne serais pas allé le voir parce que j'ai passé un moment pénible devant et je m'en doutais. Ouais, je suis pas le public pour ça et je trouve que ce sont des films qui sont pas de bonne qualité. Voilà, je suis désolée si les gens aiment. Moi, j'aime pas du tout. Ou par exemple Black Panther 2, ce genre de film. Voilà. Les Marvel, on ne va pas les voir. Et aussi, une autre raison, on a d'autres projets. On n'en parle pas tout de suite, mais voilà, on a d'autres projets. Donc effectivement, ça prend du temps et à côté, on travaille. Donc voilà, il fallait faire un choix. Et peut-être que l'an prochain, on ira moins au cinéma. On ne sait pas encore. Hein. Oui, c'est ça. Donc voilà, l'idée c'était qu'on termine au moins l'année, on l'a fait jusqu'au bout pour ensuite faire notre fameux bilan annuel qu'on aime bien faire. Et ce sera l'occasion de se dire au revoir, même si on reste effectivement sur les réseaux sociaux, on continue à parler de films, on fait des textes aussi sur les Talkbox. Voilà, on sera toujours, en tout cas, notre avis. On se met à la page. Notre avis sera toujours accessible d'une manière ou d'une autre. Donc après cette petite introduction peut-être un peu tristounette pour ça fait très début novembre, oui, c'est voilà. Pas très enjoué. Ça va avec le temps dehors. On va passer au programme du jour, donc de la quinzaine on va dire. Donc on a 3 films en salle, un film SVOD, on revient à notre formule de départ. Film SVOD qui s'est ajouté il y a 12 heures parce qu'on l'a vu et qu'on a bien aimé. Voilà, donc les films sont Anora de Sean Baker, La Palme d'Or, qui est la Palme d'Or. Ensuite, on va parler de Juré numéro 2 de Clint Eastwood, The Substance de Coralie Farja, et on terminera avec donc, le film VOD, SVOD, Late Night with the Devil des frères Cairns. Connu pour Tangerine, film tourné à l'iPhone dont je me rappelle encore, The Florida Project ou encore Red Rocket par les aficionados de films estampillés Arrêt Essai, le réalisateur Sean Baker a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes pour sa seconde sélection en compétition officielle avec Anora. La récompense suprême est-elle méritée? On en parle après ton résumé, Morgane. Alors, Anora, jeune travailleuse du sexe de Brooklyn, se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe, Ivan. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant, mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est menacé. Alors, je me rappelle qu'au moment de sa sortie à Cannes pour Anora, il y avait eu énormément de retours archi enthousiastes. C'était presque le film dont on n'entendait que parler par rapport aux autres. Et c'est là aussi, peut-être, il va y avoir beaucoup de peut-être, lié à une compétition dont la qualité était dite un peu moyenne. En tout cas pour ce cru-là de 2024. J'ai vu le film, j'ai bien aimé, mais il y a beaucoup d'imperfections dans lesquelles on va rentrer en détail, toi et moi, Morgane, qui m'ont laissé un petit peu sur ma faim. Alors, c'est pas lié à l'interprétation des acteurs que j'ai trouvé très bon, notamment Mike et Madison, dont on sent tout le travail de préparation derrière le rôle pour incarner une travailleuse du sexe qui
disons, c'est un peu compliqué, mais je trouve que son personnage n'est pas ce qu'on attend forcément d'une travailleuse du sexe ou d'une prostituée, peu importe comment on appelle ça, dans un film qui lui est consacré. Et en cela, déjà, je trouve que le film s'en sort bien parce qu'il arrive à insuffler une certaine nouveauté à, on va dire, une catégorie, un type de personne, de métier, bref, qui derrière, est souvent, non, mais c'est quand même un sujet qu'on retrouve souvent au cinéma. En tout cas, moi, j'ai souvent vu des films qui essayaient de se pencher sur les prostituées, et là, on n'est pas du tout dans quelque chose de sordide ou dans quelque chose qui se voudrait tape à l'œil, ou on n'est pas dans le sensationnel non plus, quoi. Alors que pourtant, il y a des images qui se veulent être un petit peu fortes. Mais bref, on sort de tout ça. On n'est pas non plus dans le film à sujet social, même si il y a des moments où Sean Baker essaie comme ça d'en faire quelque chose de quasi, je trouve, documentaire, en fait, sur comment fonctionnent les travailleuses du sexe, quel est leur quotidien, comment ça se passe en dehors de leur cœur de métier, c'est-à-dire une fois qu'elles rentrent chez elles, une fois qu'elles s'en sortent. Après, c'est ce qui m'a, moi, le plus captivé dans le film, presque plus que, finalement, toutes les scènes dont on a parlé, qui sont de l'ordre de la comédie, notamment... la fameuse séquence qui a beaucoup fait parler, qui dure à peu près, je crois, 25-30 minutes, du moment où ils sont chez Yvan, alors qu'ils ne sont pas censés l'être, où il y a comme ça des échanges entre les figures tutélaires de Yvan qui sont censées le ramener à la raison par rapport au mariage qu'il a contracté avec Annie. Voilà, je veux dire, cette scène-là, comique, elle est sympa, mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué, même si c'était bien fichu en termes d'écriture, de scénario, de mise en scène. Et en fait, c'est un peu la méthode... J'ai dit beaucoup de choses, pardon. Oui, non, mais c'est très bien pour introduire le film. Puis on a un avis un peu similaire en soi sur le film. Donc on va pas se disputer. Non, mais c'est un peu la méthode de Sean Baker qui est, en fait, qu'on reproche au final, c'est que moi j'aime bien ce cinéaste parce que je trouve qu'il a un regard, il va chercher des histoires chez des personnes qui sont un peu à la marge, en fait, ou qui font partie des marges, parce qu'on a plusieurs aux États-Unis, des marges, et donc il est souvent intéressé effectivement par les travailleurs du sexe, ou les personnes qui sont des petites gens qui galèrent, qui ont des problèmes financiers, mais aussi d'autres problèmes, et il y a toujours cette approche effectivement vériste, en fait. Il va chercher le côté un peu véridique, tu vois. Il a une approche documentaire, comme tu l'as dit. Ouais, mais tu vois, juste pour te couper là-dessus, il y a quelque chose que j'aime aussi chez lui, c'est qu'il fait pas, dans cette approche-là, il a rien à voir avec les Britanniques comme Ken Loach ou Andrea Arnold. Il a vraiment sa patte à lui. Oui, il a son... déjà, il est américain, ça se sent, c'est pas la même approche que peut avoir un anglais, par exemple, par rapport à ce type de cinéma. Et puis tu sens qu'il est quand même inspiré par des cinéastes... à la fois c'est un mix entre ce que pourrait être Wise Mind, tu vois, d'un côté, et aussi Gus Van Sant, l'autorisme à l'américaine, et même s'il a son approche, il est, par exemple, Gus Van Sant, c'est plutôt un cinéaste du slow cinéma, alors que chez Sean Baker, tu sens qu'il y a beaucoup de choses. C'est énergique. C'est énergique, et puis j'ai l'impression qu'il tourne beaucoup d'images, et il fait un montage après. C'est lui qui monte ses films d'ailleurs. Il y a un montage de ces images qui sont quand même assez précis. Le montage du film est très bien, et la plupart de ces films, de toute façon, j'en ai vu que 3. J'ai vu que Tangerine, le Forest Day Project, que c'est celui que j'aime le moins d'ailleurs, et Anora. Mais ce que je peux dire des 3, c'est qu'il y a un très bon montage. Et des 3, tu dirais que c'est Anora qui est le mieux ? Non, Tangerine. Ok. C'est l'approche et tout, c'est ce que j'ai préféré. Je trouve que je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, j'ai vu que Tangerine et Anora, mais j'ai préféré Tangerine. Par exemple, ce que je préfère en Tangerine, c'est qu'il reste quand même toujours plus proche du documentaire, oui. Finalement, alors que dans Anora, il essaye de mettre en place une intrigue qui, c'est là où tu l'as dit, c'est là où le bas blesse, c'est que en fait, t'as l'impression qu'elle est sur pilotage automatique et que. Apparemment, ils ont mis 1 an à l'écrire. Hein. Ah bon ? Oui, j'ai cru comprendre. Et je me suis posé des questions parce que je trouve que. Enfin, je sais pas. Après, je n'ai pas spécialement écrit de scénario dans ma vie, donc je sais pas si c'est censé prendre autant de temps. Mais dans le film, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a quelque chose de fragile dans la manière dont l'intrigue est écrite et menée. Donc je me dis, 1 an pour ça, je sais pas. Enfin, en tout cas, par rapport à ça, je suis moins
enthousiaste, quand bien même j'ai apprécié le film, que beaucoup de retours que j'ai lus à son sujet. Après, peut-être pour les dialogues, effectivement, il y a... Genre, les dialogues sont pas tous réussis, mais je veux dire, il y a quand même une... Oui, c'est un film qui est très bavard, donc forcément, je pense pour les dialogues, peut-être que ça a pris plus de temps, mais 1 an, je pense qu'aussi, il y a des périodes où il n'écrivait pas. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas 1 an à travailler tous les jours sur le scénario. Et je pense qu'aussi, il doit y avoir le travail avec Mike et Madison, peut-être le fait de se préparer, d'aller à la rencontre des travailleurs du sexe, parce que tu sens que c'est important pour lui. Il cherche pas à être important pour elle aussi, je pense, vu son implication manifeste en l'enlaçant à travers Anora. Et pour elle, excuse-moi, mais pour lui en tant que réalisateur, homme, qui va filmer des femmes qui font un travail du sexe, je pense aussi il y a un devoir aussi de pas apparaître trop voyeuriste ou graveleux, oui. Voilà, graveleux, etc. Et Madison, évidemment, elle veut pas. Enfin, tu sens qu'elle le dit d'ailleurs. Elle avait monté d'ailleurs une projo spéciale à Los Angeles avec des travailleurs du sexe. Et tu sens qu'elle est très très proche d'elle et que voilà, son désir, c'est de pas caricaturer leur travail non plus et de donner un regard juste sur ce travail, sur ces personnes-là. Et tout ça, non, mais tout ça est très bien. Mais en fait, le problème du film, c'est que une fois que t'as passé le moment où ils vont se marier, etc., je trouve que le film, il finit par péricliter en fait en termes d'enchaînement de situation. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Morgane, mais moi, je trouve qu'il fait du surplace après. C'est-à-dire que on n'est pas tant dans l'écriture d'un mouvement que de gens qui sont finalement statiques dans leur mouvement physique dans un espace. Je vais m'expliquer. C'est que, en fait, il se passe énormément de choses, je trouve, jusqu'au mariage. Pourquoi pas ? Moi, j'aime bien. Enfin, et après, bon, c'est pas grave en soi qu'un film, il ait un certain temps à un moment donné et un autre moment. Enfin, peu importe. Mais en fait, il y a cette espèce, je trouve, d'énergie qui traverse Anora du début jusqu'au fameux mariage où on vit énormément de choses. C'est virevoltant, ça va pas dans tous les sens, mais je veux dire, ça va à 200 à l'heure. C'est vraiment sympathique. Oui, il y a beaucoup d'ellipses d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est un peu ça l'écart, c'est que la première partie est très elliptique, alors que la deuxième partie se passe en une journée soirée, et du coup, effectivement, on est beaucoup plus dans quelque chose de plus qui donne l'illusion d'un surplace. Ouais. Et le problème du film à ce niveau, c'est qu'il essaie de tenir sur des dialogues et on va dire des situations un peu cocasses, mais comme c'est dans un lieu et comme il se passe finalement pas grand chose, je trouve que ça tient pas. C'est-à-dire que tout ça, c'est un petit peu comme une espèce de vernis d'écriture qui est plaqué sur certaines scènes. Et enfin, moi j'ai envie de dire, j'ai pas été dupe de ça. C'est-à-dire que en fait, j'ai trouvé que le film était trop long et que toute la partie après le mariage, où certes, il se passe des choses, il y a énormément de remplissage. Par exemple, concrètement, quand Annie cherche avec le prêtre, l'homme de main arménien et le russe à retrouver Ivan, il n'y avait pas forcément besoin de visiter à ce point-là tous les coins de New York, de Coney Island, à un diner, à un club, à une salle de jeu. Enfin, c'est trop long, c'est trop touffu. Et au final, ça perd en intérêt par rapport au sujet du film. Je pense aussi, là, il quitte un peu l'intention de départ de filmer une travailleuse du sexe, et que là, il tombe dans la comédie de mœurs, on peut dire. Et aussi de mœurs. Il filme un peu la communauté. C'est un peu ce que faisait aussi James Gray vis-à-vis de la communauté de Coney Island, les Russes, les Arméniens, etc. Il filme ça, et là, on tombe dans un autre film. Mais je trouve qu'il a du mal à trouver un entre-deux. D'un côté, il y a le personnage de Mike et Madison, d'Anora, et d'un côté, il y a ces personnages-là, et je trouve que la rencontre entre les deux n'est pas forcément la plus intéressante, parce que finalement, le film, il a une côté un peu bouffon, comique, qui fonctionne bien parce que ça fait rire, mais on perd un peu le côté vraiment vériste et tout, que je préférais dans la première partie. Oui, et puis par rapport à ça, je veux dire, on va quand même on va spoiler un petit peu. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'ils prennent finalement de la distance avec son personnage principal, son statut de travail du sexe, c'est-à-dire qu'on ne soit plus dans l'aspect, on va dire, purement documentaire, mais dans un aspect qui soit plus à fond sur le côté fiction. Mais je sais pas, en fait, il y a une espèce d'acmé au niveau du film où là, il s'en détache après le mariage. C'est-à-dire qu'il y a elle, Annie, qui veut certaines choses, et au final, tout le film sert comme à démontrer une thèse qui est que elle a cru qu'elle pouvait s'en sortir, et en fait, elle ne le peut pas, jusqu'à cette toute fin où on dit que non seulement elle ne peut pas s'en sortir parce que les choses sont comme ça, c'est un peu ce que le film dit, mais en plus,
je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de rabaissant dans la conclusion du film. Ah oui, tu veux dire l'épilogue. Oui, et je suis pas la seule à le penser, je sais pas ce que toi t'en as spécialement pensé. Je suis d'accord avec toi, on en a parlé, qu'en fait le problème du film c'est qu'effectivement qu'elle s'en sorte pas, qu'elle finisse pas à obtenir ce qu'elle veut. Je trouve qu'on lui met la tête sous l'eau en fait. Son rêve de princesse de Cendrillon, qu'elle ne l'atteigne pas, pourquoi pas, c'est une chose, hein. Mais d'ailleurs ça peut être dans ce qu'il veut raconter du rêve américain, de tout ça, c'est très intéressant. Mais la dernière partie, quand elle divorce en fait avec Ivan et que du coup elle repart avec Igor, qui est un peu l'homme de main, mais qui en même temps l'homme de main, mais qui paraît complètement en décalage par rapport aux autres, et qui est aussi un marginal. Et du coup ils vont se rapprocher. Et il y a cette scène de fin où ils ont un rapport. C'est même pas vraiment un rapport parce que finalement il a lieu sans avoir lieu parce qu'il est arrêté par Nora dans la voiture. Elle est renvoyée en fait à sa position de travailleuse du sexe, et on le dit qu'en fait elle peut pas avoir de rapport sincère, de rapport sexuel, et elle en pleure, elle est triste. Mais en même temps je trouve que c'est assez moi j'ai trouvé ça inutilement cynique en fait. Oui voilà, c'est cynique, c'est compliqué de savoir par rapport à tout le reste de Anora, c'est compliqué à cet endroit-là, je trouve, de savoir qu'est-ce que Sean Baker a voulu dire, quel message il a voulu faire passer, pourquoi il fait ça à son personnage. Est-ce que c'est une fin qui se veut, mis avec des guillemets, bien sûr, ouverte? Est-ce que c'est une scène qui veut dire que le métier qu'on mène forcément a un impact sur notre vie privée, dans le sens où il contamine tout? Qu'est-ce que ça veut dire aussi par rapport aux femmes? Tout est peu clair en fait. En fait, ce qui me présente de Nora dans tout le film, c'est que finalement sa vie c'est son métier, et on le voit, elle dort la journée, elle se réveille la nuit, elle va faire du striptease, etc. dans sa boîte là, et ensuite de temps en temps elle a des clients avec qui elle a ce qu'elle escorte aussi à côté, et finalement sa vie elle est régie que par ça, et du coup elle a plus de rapport peut-être sincère avec les gens, mais en même temps je trouve ça assez c'est paradoxal parce qu'au final, pardon mais Morgane, mais dans tout le film, moi je trouve qu'avec Yvan, elle finit par devenir sincère, et en fait c'est elle-même la première qui devient sincère, plus que lui ne l'a jamais été vis-à-vis d'elle. Ah bah oui, complètement, parce que c'est la première qui est choquée de son comportement ordurier de petit gosse de riche. Et mais voilà, en fait ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'au final elle est quand même capable d'avoir des sentiments et d'être quelqu'un de sincère, et finalement dans le film à la fin on nous dit que le fait qu'elle l'ait c'est compliqué, et du coup elle se met en larmes. Elle tombe en larmes. Et moi, en fait, pardon Morgane, mais j'aurais compris cette scène à la limite si c'était avec quelqu'un du même statut de Yvan qui est riche. C'est-à-dire que donc, ça n'a pas marché avec un riche, donc elle essaie avec un autre riche. Certes, c'est cynique, mais on aurait compris que c'est dans, on va dire, une visée de tentative de sortie de sa condition de travailleuse de sexe. Là, pourquoi faire ça avec quelqu'un qui... et finalement dans la même situation de vie économique, sociale, etc. qu'elle. Je trouve que ça manque de sens. Ouais, mais c'est aussi l'idée je pense que Sean Baker, c'est de renvoyer les petites gens entre eux face aux oligarques, etc. qui côtoient, et de montrer que ces deux petites personnes, elles sont finalement, quand elles sont entre elles, ça fonctionne pas forcément non plus, parce que... Ce qui est un peu naïf. Complètement, mais je pense que Sean Baker est naïf en soi, c'est pas un cinéaste de l'intellect en soi, et c'est à la fois la beauté de son cinéma mais aussi les limites, et le problème d'Anora, c'est que effectivement il y a un côté sensationnel. Tu le disais qu'il n'y avait pas de côté sensationnel, pour moi il y en a un, parce que le film il y a un côté un peu de ride, de roller coaster, tu vois, le film va très vite, très dynamique, etc. Et même la deuxième partie, quand ils sont à la recherche de Ivan, ils vont faire tout le tour des en fait je disais pas forcément sensationnel à cause de l'aspect huis clos. Je trouve qu'il y a un aspect huis clos dans le film. Oui, pour moi, le film enferme son personnage, c'est-à-dire que si elle n'est pas enfermée dans le club, elle l'est dans la maison d'Ivan, ou elle l'est même dans ce New York dans lequel elle n'est pas libre de mouvement parce qu'on la trimballe d'un point A en point B pour aller chercher lui, et en fait jamais personne s'occupe d'elle. C'est aussi ça que le film raconte. Oui, à ce niveau, mais je veux dire, dans l'écriture il est sensationnel, puisque on passe par différents endroits pendant tout le film, et que à chaque scène il y a un truc un peu coup de poing qui va être cherché, surtout dans la deuxième partie, mais moi je trouve que tout ça fait un peu illusion, parce que pour moi le film il est évident qu'il va vers cette fin, enfin peut-être pas cette fin, la vraie fin, mais cette fin, du moins le divorce, etc. Et pour moi j'avais l'impression de voir un film que j'avais en fait
déjà anticipé tout ce qui allait se passer. Et on a déjà vu ce genre de cinéma, je pense notamment aux frères Safdie, After Hours, After Hours surtout parce que ça se passe en une nuit, mais les frères Safdie avec cette espèce d'adrénaline des personnages qui, et d'ailleurs Good Time aussi se passe en une seule nuit, mais je pense à Uncut James, cette adrénaline que cherchent les personnages, que cherche aussi la narration en elle-même, tu vois, à toujours avoir quelque chose, un obstacle qui se rapporte, qui s'accumule, etc., avec des nouvelles données qui vont rentrer en compte dans le scénario, qui vont faire que le personnage va devoir affronter quelque chose, etc. Il y a une certaine frénésie en fait dans leur côté cinéma. Frénétique. Et c'est les Safdie, alors surtout les derniers films, parce que les premiers films c'est pas forcément le cas, mais il y a ça, et je trouve que c'était beaucoup plus vertigineux, alors que dans Anora par exemple on reste quand même assez autour juste de la rigolade quoi, de la gloriole, même si au fond il y a quand même quelque chose de triste qui veut nous raconter, et de sociétal, parce que bon, il montre quand même qu'il y a des riches et des pauvres, voilà, et les pauvres ont des rêves, et c'est compliqué parce que quand t'es pauvre aux États-Unis, c'est encore plus compliqué que dans d'autres pays, même si on nous donne l'illusion que non, tu peux te construire ton propre rêve américain, mais je trouve que finalement ça c'est que du background, et que le film reste trop accolé à son côté vraiment frénétique et par d'attraction quoi, et ça, moi, ça m'a un peu gêné parce que mais il n'y a pas de vertige, parce que je trouve que dans Anora, Morgane, il n'y a pas spécialement de nouveauté. C'est ce que tu disais, c'est que finalement ce qui se passe, on s'y attend un peu, c'est que le film douche assez vite les espoirs, et pour moi c'est peut-être un défaut d'écriture, c'est que c'est toujours dommage quand un film nous mène là où on s'attend. Enfin, moi, je pense rarement qu'un film, c'est le chemin le plus important et pas la fin. Je pense que c'est une question d'ensemble. Et il y a quelque chose de vraiment dommage quand tu sens qu'un film, il te conforte un peu dans tes positions. Enfin, moi, j'aime bien voir des films qui... Je vais pas dire forcément que je vais être secouée à chaque fois que je regarde un film, mais j'aime bien quand même être un minimum surprise, ou être prise à mes dépens. Enfin, je sais pas, j'aime bien... en fait, j'aime bien que l'idée que je me fais d'un film ne soit pas l'idée que j'ai de ce film une fois que je l'ai vu. Et là, ce film-là, j'ai eu vaguement une idée avant d'y aller, une idée au moment où je l'ai vu, et la même idée en sortant du film. Oui, le film t'a pas transformé d'une certaine manière, comme pas du tout. N'importe quel film pourrait ce faire. Genre de film, tu peux, donc comme Anora, tu peux passer un moment plaisant devant, mais comme tu n'as pas été spécialement transcendé, ni secoué, ni quoi que ce soit, au final, tu n'en retires pas grand-chose. Oui, bien sûr. Et c'est les limites du cinéma de Sean Baker en soi, c'est d'être des petits objets vraiment plaisants, parce que c'est bien tourné, c'est bien monté, il y a des très bons acteurs. Et il y a aussi l'idée d'aller filmer des communautés qu'on voit moins au cinéma. Mais je trouve qu'il est peut-être un peu trop enfermé dans son écriture qui sert à faire plaisir à son spectateur, je ne sais pas, il y a quelque chose de sensationnel dans son cinéma. Il y a quelque chose de toc, en vrai, voilà, faut le dire. Hein. Oui, de toc, ouais, c'est ça, il y a quelque chose de toc, il y a quelque chose de peut-être de très américain, de très... Dans Florida Project, par exemple, c'est la même chose, les gens qui vivent juste à côté de Disneyland et ils vivent dans des taudis, mais en dehors de cette idée-là en elle-même, il construit des scénarios qui sont programmatiques, il y a quelque chose de très... à la fois scolaire et en même temps très enfantin, et pourquoi pas, je comprends pourquoi ça marche aux yeux des fans ou même des festivals, vu qu'il a des prix comme la Palme d'Or. Justement, Morgane, je me permets en conclusion, si tu es d'accord, est-ce que tu aurais donné la Palme d'Or à Anora ou pas? Non, du coup, non, mais je pose quand même la question. Après notre discussion, je pense qu'on devine que non. Ouais, tu l'aurais donné à qui d'ailleurs? Non, mais alors la Palme d'Or, je sais pas, j'ai pas vu tous les films encore, mais de ce que t'as vu? De ce que j'ai vu. Franchement, j'ai pas de... Ah, t'aurais pas donné de Palme d'Or, t'aurais dit non, cette année vous êtes pas assez bon, rentrez chez vous, il y aura pas de distribution de Palme d'Or. Il y a pas de Palme d'Or, il y a pas de film qui le mérite. En vrai, je trouve qu'il y a pas eu de film qui était vraiment au-dessus de la mêlée. Des films préférés, je trouve qu'il y en a eu 3-4 que je mettrais à peu près au même niveau. Les Graines du Figuier Sauvage, je sais que tu as crié Mégalopolis, ce genre de film, mais il y a pas de film vraiment au-dessus. Le seul film qui était au-dessus et qui était pas en
compétition, c'était Miséricorde de Alain Guiraudy. Donc, tu aurais donné la Palme d'Or à Miséricorde que tu aurais mis en compétition. S'il avait été en compétition, voilà. Mais donc, et toi, je pense que tu es d'accord avec moi, le film. Oui, mais tu vois, même avec le recul, on en reparlera un peu après. Oui. S'il avait fallu faire par rapport au film en compétition, et je sais que Titane a eu la Palme d'Or il y a 2 ans et que c'était déjà de l'horreur et par une réalisatrice française, je crois que je l'aurais donné à The Substance. D'accord. J'aime bien le d'accord. Non, mais parce qu'on va pas en parler tout de suite du film. Non, bien sûr. Par exemple, Anora, je pense que le film c'est typiquement le genre de film qui aurait mérité soit un prix du jury, soit le prix d'interprétation, ou aller, si on est sympa, parce que c'est un peu ce genre de prix-là, le grand prix du jury pour le film qui se rapproche un peu du film qui fait plaisir à tout le monde, parce que je pense qu'il a fait l'unanimité dans le jury, mais qui n'a pas vraiment de choses qui fait qu'il mérite la Palme d'Or, qui pourrait le transcender, malgré son côté effectivement vaguement féministe, vaguement je suis proche des marges, etc. Je trouve que le film, c'est trop Enfin, il passe un peu à côté finalement de son sujet, et ça, c'est assez dommage. Je crois qu'on a fini sur Anora. Oui, on va passer à un film qui n'était absolument pas en festival à ma connaissance. Non, il est passé à travers tous les éventuels festivals où il aurait pu avoir des prix. Mais qui est pas mal quand même. Oui, et qui avait été sabordé, on en parlera. Juré numéro 2 de Clint Eastwood. Annoncé comme le dernier film de Clint Eastwood, 94 ans, Juré numéro 2 a connu une gestation compliquée. Avec un début de tournage en juin 2023, ce dernier a dû être mis en suspens en raison de la grève des acteurs avant de reprendre en novembre de la même année. La production s'est officiellement terminée en avril 2024, mais le film a entre-temps été promis à une sortie directement en streaming, du moins aux États-Unis, sur la plateforme HBO Max. Rappelons que le film a été produit par Warner Bros. Un affront pour un auteur du calibre de Clint Eastwood, et sachant que le film est porté par des acteurs quand même assez reconnus comme Nicholas Hoult, Toni Collette, qui a eu un Oscar il y a quelques années, et Kiefer Sutherland, l'acteur principal de la série 24. Finalement, le cinéaste a obtenu un maigre lot de consolation avec une sortie technique sur une 30aine de salles sur tout le territoire américain, même si je crois que depuis ça a été augmenté, alors que le film, au même moment, cartonnait en France. La première semaine, il a fait plus de 500 000 entrées. Quasiment 500 000 entrées. Alors, que vaut cet ultime film de Clint Eastwood ? On en parle après le résumé de Julie. Alors qu'un homme se retrouve juré d'un procès pour meurtre, il découvre qu'il est à l'origine de cet acte criminel. Rien que ça. Il se retrouve donc face à un dilemme moral entre se protéger ou se livrer. Tu vois, en lisant ce résumé assez court de 2-3 lignes, on comprend pourquoi Clint Eastwood a voulu réaliser ce film. C'est pas lui qui écrit le scénario, d'ailleurs je crois qu'il n'écrit pas les scénarios de ses films en soi. Mais tu sens que c'est un sujet qui est fait pour lui, parce que c'est un cinéaste qui est toujours passionné par l'ambiguïté, la complexité, la morale aussi. Et alors on a toujours voulu plaquer le fait que ce soit un cinéaste qui a politiquement qui soit proche des républicains, même si il y a eu des fois où il a voté pour des démocrates, etc. Mais on a toujours voulu plaquer ça sur son cinéma et dire que c'est un cinéaste réactionnaire. Un cinéaste de droite, quoi. Mais je pense que, même si c'est un cinéaste de droite, je pense qu'il a toujours été fasciné par des personnes qui sont toujours à la marge, etc. Et je pense que ça l'intéresse aussi les dilemmes moraux et qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, etc. Et Juré numéro 2, c'est encore un film qui vient se perpétuer cette œuvre assez impressionnante quand même. C'est un cinéaste puis Morgane, si je peux me permettre, je trouve que en se penchant sur les fameux dilemmes moraux dont je parlais dans le résumé et dont tu parlais à l'instant, c'est toujours quelque part l'occasion pour Clint Eastwood je vais dire quelque chose de grandiloquent, mais d'interroger nos sociétés, potentiellement d'interroger le système, ouais. D'interroger aussi parfois les institutions. Enfin, c'est le cas ici dans Juré numéro 2, mais c'était aussi le cas, et j'ai un trou, tu vas m'aider, tu sais, avec... Le cas Richard Jewell. Voilà, merci. Le cas Richard Jewell. Attends, c'était quoi le titre ? Le cas Richard Jewell. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'était Enfin, finalement, pour moi, les deux films sont assez proches dans ce qu'ils cherchent à dire de la société américaine, c'est-à-dire qu'il y a des institutions, elles sont pas parfaites du tout, mais c'est les seules qu'ils ont. Bien sûr, et c'est assez marrant parce que c'est un film qui s'intègre dans la dernière partie de carrière de Clint Eastwood. Tu me diras si je me trompe, mais il me semble que c'est inspiré d'une histoire vraie. Oui, alors justement, là, par rapport à ça, j'ai envie de faire mon mea culpa. Et du coup, après, je vais continuer, vas-y, je te laisse. Oui, non, mais juste, en fait, moi, quand j'ai vu le synopsis de Juré numéro 2, avant d'aller voir le film,
je me suis dit, non mais c'est n'importe quoi. Clint Eastwood, il nous fait un film de procès où il nous fait croire qu'un homme violent n'a pas tué sa femme, alors qu'on sait que dans la plupart du temps, un homme violent qui tue sa femme, c'est la suite logique des choses. Disons et d'ailleurs, le film parle de ça aussi. Oui, quand une femme, c'est d'ailleurs ce que dit le personnage de J.K. Simmons, c'est en général quand la personne, une femme est tuée, c'est son mari, voilà. Oui, voilà, et enfin, je veux dire, statistiquement, c'est comme ça, ce sont des faits, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il nous raconte ? C'est n'importe quoi, ce sujet, il va en venir où ? Et puis, bon, j'ai cru comprendre, enfin, il me semble avoir lu que c'était inspiré d'une histoire vraie, et là, je me suis dit, bon, eh ben, tant pis pour moi, ça m'apprendra comme quoi on peut être surpris à tout instant. Voilà, et du coup, pour revenir à ce que je disais, c'est que cette dernière partie de carrière, c'est beaucoup d'histoires de personnages tirés d'histoires vraies, souvent soit en prise avec une injustice, tu l'as cité, le cas de Richard Jewell, et celui-ci, où il y avait eu l'attaque du train, là, le trésor, je sais plus quoi, enfin le truc qui se passait dans le Thalys. C'est une dernière partie de carrière où il est intéressé par ce qui se passe alors je parle pas des films style Cry Macho, tout ça, où il se met en scène lui-même et il filme le mythe Eastwood en soi, parce que au début c'était un acteur, on rappelle Eastwood pour ceux qui connaissent pas toute sa carrière, au début il était acteur puis il est devenu réalisateur, mais il continuait à se mettre en scène, mais il y avait des films où il se mettait pas en scène, et pour le coup c'est ce film là ou les deux autres que j'ai cités, c'est ce type de film là, et il semble intéressé à questionner la société américaine, à la fois dans toute son entièreté depuis les débuts des États-Unis, donc l'instauration de la Constitution, etc., mais aussi la société américaine actuelle. Et je trouve que c'est fascinant d'avoir un regard d'un type de 94 ans et avec un regard très sombre quand même sur son époque. Moi, il y a un truc que je trouve fascinant juste par rapport à ça, Morgan, c'est que en fait, c'est le seul à faire ça. C'est le seul à faire ce qu'il fait quelque part. Et je dis même pas de la manière dont il le fait, mais on dirait... Enfin, moi, je dis ça parce que quand même, on en voit des tas, des films, toi et moi, Morgan. Et j'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi c'est le seul à s'intéresser à ces choses-là. C'est-à-dire comment ça fonctionne, comment les institutions tournent, qu'est-ce qui ne va pas, quel type de personnes on peut y rencontrer, un niveau psychologique, comment ces personnes pensent. Enfin, il essaie de comprendre comment ils pensent. Tu vois, je sais pas, c'est vraiment le seul qui semble s'intéresser à ces sujets-là. Surtout que le film, alors il y a le jury numéro 2, mais il s'intéresse vraiment à tous les éléments du constitutif du récit, c'est-à-dire l'avocate de la défense, l'avocat aussi, commis d'office. Et il va plus loin, même chaque personne du jury a droit à son petit moment biographique. Ouais, les plus importants en tout cas, ceux qui vont le plus immerger, parce qu'il y en a 12 des jurés. Et mais forcément, en tout cas, il essaie, quoi. C'est ça. L'accusé et la femme du juré, chaque personnage a son micro-arc dans le film. Et pourtant, ça dure que 2 heures, donc c'est assez ébouriffant à ce niveau-là. Et en même temps, il se le permet parce que le récit est très concentré. C'est un procès, les délibérations et vite fait les suites. Et du coup, les flashbacks au sein de cette délibération qui s'entremêlent avec la délibération. Effectivement, parce qu'en plus, il y a un impact sur le personnage principal qui se rend compte qu'il est lui-même le meurtrier. Enfin, le meurtrier, celui qui a commis l'homicide involontaire. Alors, j'ai une petite thèse par rapport à ça. Vas-y. Si je peux me permettre. Moi, par rapport à Juré numéro 2, je me suis sentie conspirationniste pendant tout le film. Je vais expliquer pourquoi. Ok. Alors, attention, j'annonce. Non, mais en fait, il y a une chose, et je pense que c'est fait exprès dans le film. Le film possède une certaine ambiguïté, notamment par rapport à sa scène de fin. On y reviendra plus tard. Là encore, on parle de scène de fin. Mais en fait, il y a une chose qui m'a extrêmement perturbée pendant tout le film. C'est que, donc, on a ce juré numéro 2 qui croit avoir tué la femme, mais Morgane... Et je le dis pour les gens aussi qui ont vu le film, à aucun moment dans le film, on ne voit qu'il l'a écrasé. On le voit pas. Mais parce qu'on est toujours du point de vue des personnages. Et là, par rapport à... j'ai plus son nom, le personnage, mais le juré numéro 2, donc Nicolas Soult, son personnage, il ne voit pas qu'il a tué la femme. Parce que c'était les conditions météorologiques, etc., faisaient qu'il ne voyait pas dans la nuit. Mais quand bien même, le fait que... en fait, je trouve que pour moi, c'est l'idée de mise en scène qui m'a le plus marqué dans Juré numéro 2. C'est que comme, effectivement, on adopte le point de vue de ce fameux juré numéro 2, on voit pas qui l'a tué. Et en fait, j'ai pas pu m'empêcher de me dire,
mais si ça se trouve, il ne l'a pas tuée. Tu peux dire que ça se trouve, elle est tombée toute seule, mais non, si ça se trouve, c'est quand même son compagnon qui l'a tuée et le film fait fausse route. Non, parce on le voit faire demi-tour selon il se rappelle qu'il fait demi-tour. Oui, mais peut-être mais encore une fois, pardon, j'insiste là-dessus. Encore une fois, il l'a vu faire demi-tour. Mais si ça se trouve, il est retourné quand même. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je trouve que le film, Morgane, je tiens à ma thèse. Je suis pas d'accord, mais... Non, mais je trouve que le film joue sur cette ambiguïté-là aussi. Ah, je trouve pas. C'est que, pour moi, si, parce que comme il adopte... En fait, le film nous dit quoi ? Il y a quand même toute une réflexion dans le film qui, moi, me fascine, et parce que j'ai notamment lu des choses comme ça. Je suis pas une fan de true crime, mais... Ah, quand même, t'en as pas mal maté. Hein, ouais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une chose, pour avoir lu énormément sur tout ce qui est affaires judiciaires et tout, comme beaucoup de gens, parce que je suppose que c'est quand même une passion commune de nos sociétés. La mode en ce moment. Voilà, c'est ça, on aime bien se faire peur, tout ça. Mais il y a une chose qui ressort énormément, c'est le caractère relatif des témoignages. Ah, par contre, le film, il insiste beaucoup là-dessus. Mais il va plus loin. Je vais m'expliquer. C'est que le caractère relatif des témoignages, c'est qu'on croit avoir vu quelqu'un et en fait, on ne l'a pas vu. On croit avoir perçu quelque chose et en fait, on ne l'a pas perçu. Et je trouve que le film se penche là-dessus, notamment via ce fameux témoignage qui incrimine l'accusé de façon déterminante. Le type qui voit de loin, il dit qu'en fait, il a vu le personnage de Nicolas Hoult, mais il dit que c'est l'homme âgé. Voilà. Mais en fait, il dit même pas qu'il a vu Nicolas Hoult, c'est-à-dire qu'en fait, il croit avoir vu l'accusé. Il dit qu'il a vu le personnage de Nicolas Hoult, mais qu'il disait que c'était l'accusé en fait. Voilà, alors qu'en vrai, c'était personne. Mais de loin, on peut. Voilà. Enfin, c'est évident qu'il peut pas voir qui c'était réellement dans la nuit. C'est ça. Mais lui, on lui pose la question, il dit est-ce que c'était lui ? Il a confondu les deux. Il a confondu lui parce qu'il y a eu aussi la police est venue en lui posant la question d'une manière où en fait c'était il fallait qu'il affirme. Voilà. Et ça prouve par extension aussi le pouvoir de suggestion des institutions parce que ça aussi c'est absolument terrifiant. Et je vais juste faire une aparté sur ce sujet-là avant de revenir sur cette histoire de témoignage. Mais forcément, dans tous les pays, la plupart des gens, enfin bon, moi c'est pas mon cas, mais je devrais peut-être pas le dire trop fort, mais la plupart des gens ont une confiance aveugle en leurs institutions. Concrètement, si un médecin nous dit qu'on a telle maladie, on va croire le médecin. Si un policier nous dit que les choses sont comme ça, on va croire que les choses sont comme ça. Bref, c'est ça que j'appelle la confiance en les institutions. Dans le film Juré numéro 2, le principal témoin qui incrimine l'accusé a cette confiance en les institutions, comme l'ont la plupart des gens. Et on va pas leur en vouloir, parce que bon, c'est plus facile, et puis c'est aussi ce qu'on nous dit, ce à quoi il faut croire, etc. Et en fait, ce pouvoir de suggestion, donc, là, est à l'œuvre, c'est-à-dire qu'il a confiance en les institutions. Donc, si on lui montre un accusé, si on lui dit, est-ce que c'est cet accusé qui est passé devant vous, forcément il va dire oui parce qu'il ne voit pas d'autres visages. Et c'est là que en fait tout ce pouvoir de suggestion montre sa puissance, c'est qu'on croit en tant que témoin avoir vu quelque chose alors qu'en fait on confond ce que notre mémoire a enregistré avec ce qu'elle vient d'enregistrer à l'instant. Et ça, n'importe qui peut le faire, que ce soit quelqu'un d'âgé, que ce soit quelqu'un de plus jeune, peu importe qui, comment, quoi, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est assez fascinant parce que là encore, dans le cas Richard Jewell, Eastwood examinait la confiance en les institutions. C'était finalement le même sujet à ce niveau. C'était le même sujet en soi. Mais donc, par rapport au témoignage, en fait, pour moi, quelque part, ce témoin principal, il est le miroir de tous les autres personnages au niveau du film. C'est-à-dire que moi, je persiste à dire que Eastwood a fait exprès, en termes de mise en scène, de se pencher comme ça sur le point de vue subjectif de ces personnages, parce que, encore une fois, on ne voit... Enfin, je veux dire, je me base sur des faits, purement sur des faits, de ce que nous montre Juré numéro 2. Malgré le dilemme, on ne voit jamais le fameux juré numéro 2 renverser la victime. On ne le voit pas. Il n'y a pas de caméra objective du cinéaste qui vient filmer l'acte en lui-même. Et je pense que c'est fait exprès.
Oui, mais dans le sens où, effectivement, la justice, c'est quoi? C'est que des subjectivités. Il y a des faits, oui. Parfois, mais tant que tu n'as pas l'enregistrement par une caméra qui va prouver que tel a tué quelqu'un, eh ben, on en vient qu'à avoir que des témoignages contre des témoignages, en fait. C'est ça. Et c'est là que j'en reviens, en fait, à on va dire, mon côté conspirationniste par rapport au film. C'est que moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, si ça se trouve, le juré numéro 2 a vraiment tué un cerf. On n'a pas retrouvé un cerf parce que, en fait, le cerf, tout simplement, s'est décomposé et des cerfs tués sur les routes, il y en a tous les jours. Enfin, je veux dire, il a été mangé par des animaux. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'on l'a pas retrouvé. Du coup, le juré numéro 2 croit qu'il est à l'origine de la... Enfin, on va dire, du décès, de la victime, de sa mort. Mais si ça se trouve, il n'a juste rien fait. Oui, non, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que l'enchaînement des faits fait que elle est décédée au pont où il a eu l'accident le même soir et que. Mais on le voit pas. Oui, je sais. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas. Mais la fin, quand même, du film incrimine le personnage puisque la justice revient, alors qu'il est pensé s'en être tiré, revient faire son... comme la faucheuse dans les films d'horreur, revient tuer la personne dans les destinations finales, par exemple. Il y a un côté destiné. Voilà, il y a le côté l'avocate qui devient entre-temps procureur, je sais plus exactement, procureur général du comté. Oui, parce qu'on rappelle qu'aux États-Unis, ce sont des personnes qui sont... C'est pas comme chez nous, ce sont des personnes qui sont élues. Donc, en fait, ces procureurs ont tout intérêt. Et c'est ça aussi, quelque part, que le film, pas spécialement il le dénonce, mais il le montre avec une certaine vigueur, de manière édifiante, c'est que les procureurs s'acharnent énormément à faire en sorte que des accusés soient déclarés coupables, parce que après ça peut éventuellement servir des opportunités électorales. Bien sûr, totalement. D'ailleurs, on voit tout le film, c'est le dilemme du personnage de l'avocate qui est complètement désintéressée au départ du procès parce qu'elle se dit ça, je vais réussir. De toute façon, tous les faits sont là. Elle est sur son téléphone, elle sait que ça va être rapide et tout, mais en fait, non. Elle avait pas prévu aussi que le tueur, la personne qui semblerait avoir tué la femme était en fait dans les jurés. Enfin voilà, et que lui-même, du coup, par un système de culpabilité, veut au départ, du moins. Il peut pas s'accuser parce qu'effectivement s'il s'accuse il va faire 30 ans voire perpétuité et il va parce qu'il faut dire que aussi le juré numéro 2 est un ancien alcoolique. Oui, il va pas voir son enfant grandir, etc. Sa femme enceinte, il va la laisser et du coup mais il fait quand même le choix de vouloir défendre au départ la personne parce qu'il se dit que s'il faut pas qu'il aille en prison parce que c'est pas lui qui l'a fait. Après, finalement, on voit que le truc s'enlise, etc. Des personnages commencent à se douter de certaines choses. Donc, du coup, la meilleure solution, finalement, c'est Au final, il a cherché à se protéger lui-même. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est de là où je voulais en venir sur la noirceur de Clint Eastwood. C'est que, finalement, on pourrait penser qu'il est du côté de ces personnages et pas du tout. Parce que, finalement, même si on a forcément un peu d'empathie au départ pour le personnage, parce qu'il commet ça sans l'avoir voulu. Et de ce qu'il croit. De ce qu'il croit, voilà. Excuse-moi, Julie, on va mettre des guillemets. Non, c'est rien, c'est vrai. Et du coup, on se dit, mais non, il faut pas qu'il se fasse avoir, quand même, le pauvre, il va avoir 30 ans, etc. Mais après, en fait, il y a un retournement, c'est que ils sont... Et justement, c'est les 12 hommes en colère de Sidney Lumet, le personnage qui va mettre en doute tous les autres jurés. On dit qu'il va y arriver, tu vois, jusqu'au bout. Et finalement, non, il y a un retournement, il y a un twist. Non, en fait, il décide de la culper parce que du coup, c'est plus simple pour lui. Il s'est embêté pendant plusieurs jours, mais finalement, c'est mieux pour lui et pour sa famille. Et c'est là qu'il y a une mise à distance, je trouve, de Eastwood, effectivement, par rapport à ses personnages. C'est que on sent qu'il s'en détache parce que c'est pas tant qu'il nous dit qu'il n'aurait pas fait comme eux, qu'il aurait fait autre chose que, en tout cas, il n'aurait pas forcément fait comme eux. Enfin, moi, ce qui m'a fasciné là-dedans, c'est que Eastwood, en fait, le message, on va dire, assez noir qu'il a, c'est de dire que peu importe le besoin de vérité, le besoin de justice, le besoin que les choses soient claires et bien faites, au final, ce sera toujours les intérêts particuliers qui leur emporteront. Et c'est d'une lucidité implacable. Ouais, et puis notamment sur son pays, l'Amérique, l'individualisme des Américains, etc. Enfin, c'est assez ébouriffant. Mais il y a quand même ce côté, et aussi
tu l'as dit, le fait d'avoir des doutes sur les institutions, de pas forcément prouver qu'elles sont parfaites et que au contraire c'est des sommes d'imperfection, mais à la fin il y a la vérité, la justice qui doit triompher, et ça je trouve ça assez fort dans le film, parce que c'est un peu ce que représente finalement le personnage de Toni Collette à la fin, après tout le processus d'évolution qu'elle a connu, et c'est pour ça que c'est mon personnage préféré du film, et elle évolue, etc. Et je trouve cette fin assez implacable, même si tout le film en lui-même a un côté un peu téléfilm luxueux, parce qu'on sent qu'il y a des choses qui n'ont pas été... la forme n'est pas extraordinaire non plus, quoi. Il y a des plans d'insert pour marquer la temporalité qui évolue, c'est assez bizarre, avec le crépuscule qui tombe et puis d'un coup on tombe en plein jour. Enfin, il y a des côtés un petit peu cheap. Voilà, il y a des trucs un peu cheap, qu'on pourrait voir dans certains téléfilms en vrai, ou alors dans des séries type Law and Order, le truc New York Police fédérale, je crois, un truc comme ça. Enfin, ce genre de trucs qui sont bien entre eux, en soi, je veux dire, mais où sur la forme ça pêchait un peu, parce que c'est de la télévision, c'est du téléfilm, etc. Mais après, il emballe tout avec son propos, la complexité de son propos, et aussi les acteurs qui sont très très bons, et quelques séquences qui sont par la mise en scène assez fortes, parce que ça reste du classicisme, et on n'en voit plus tellement au cinéma à notre époque, parce que souvent le classicisme c'est de l'académisme en vrai maintenant à Hollywood. Oui, on a du mal à faire des films classiques qui soient pas académiques. Voilà, il y a le Spielberg, il y a Eastwood et quelques autres encore, mais voilà, et vraiment c'est un film qui convoque vraiment un savoir-faire des années 50-60, Howard Hawks et compagnie, Sidney Lumet aussi du coup, parce que les 12 hommes en colère, et avec toute la noirceur, tout le regard ambigu qu'a Eastwood, et je trouve ça savoureux. Pour moi c'est pas son meilleur film, loin de là. Il a fait c'est un des meilleurs qu'il a fait ces dernières années. Alors le cas Richard Jewell, déjà j'avais trouvé ça super, mais forcément il y a un petit côté ravi de la crèche dans ce que je vais dire, mais je me dis, sortir un film comme Juré numéro 2 à 94 ans, je trouve ça assez extraordinaire en vrai. Ouais, voilà, l'idée que ce sera peut-être son dernier film, je trouve ça assez émouvant aussi. Et c'est bien que le film marche en France. Et d'ailleurs, j'ai vu que Warner Bros. Avait décidé finalement de présenter le film aux Oscars, parce qu'au début, ils avaient dit qu'ils n'allaient pas faire la campagne pour promouvoir le film. Finalement, ils vont le faire. Donc, justice est faite à la fois pour le film et dans le film en lui-même, mais non, c'est très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre sur... Non, juste que... alors, juste par rapport à la fin... encore... la fameuse. Moi, je la trouve potentiellement plus ouverte que toi. C'est-à-dire que dans ma tête, c'est pas forcément tant une manière de relancer la machine de la justice que une manière de s'assurer que les choses ont été bien faites. Mais il n'empêche que si on considère que cette fin est une façon de réouvrir le procès pour obtenir la vérité, c'est-à-dire façon faucheuse, comme tu l'as dit. Quelque part, je trouve aussi que ça dit quelque chose par rapport au dysfonctionnement des institutions qui est de l'ordre de leur lenteur. C'est que parfois aussi, on a besoin de verdicts, ou on a besoin de sanctions, ou on a besoin de manière générale de résultats, de manière immédiate, mais ça peut pas aller à ce rythme-là. Et je trouve que cette fin raconte aussi quelque chose à ce niveau. Enfin voilà tout ce que je voulais ajouter. Non, c'était très bien comme conclusion sur le film. Merci Julie. De rien. On va passer à The Substance, notre dernier film en salle, donc un film de Coralie Farja. Pas grand monde ne connaissait le nom de Coralie Farja avant son film The Substance, qui, il faut le dire, a été l'un des films de 2024 qui a fait le plus parler de lui. Réalisatrice française, on lui doit le Rape and Revenge, justement, film de genre français tourné en anglais que certains avaient déjà remarqué. Il aura fallu attendre 7 ans plus tard, un casting royal et un prix du scénario à Cannes pour que son travail suscite un intérêt plus manifeste auprès du public. S'agit-il d'un grand film d'horreur féministe ou pas? On voit ça juste après ton résumé, Morgane. Oui, Julie. Alors, Elizabeth Sparkle, vedette d'une émission de fitness, est virée le jour de ses 50 ans par son patron à cause de son âge jugé trop élevé pour la suite de sa carrière. Le moral au plus bas, elle reçoit une proposition inattendue, celle d'un mystérieux laboratoire lui proposant une substance miraculeuse. Si elle se l'injecte, elle deviendra la meilleure version d'elle-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite, grâce à une modification cellulaire de son ADN. Alors, il y a... moi j'ai adoré, je reviendrai sur les raisons pour lesquelles j'ai adoré The Substance. Il y a quelque chose, à la limite, que je comprends qu'on puisse reprocher au film,
c'est son côté, je dirais pas brut de décoffrage, mais peut-être son manque de subtilité. Enfin, c'est un film... alors, pour moi, c'est un peu compliqué de dire ça d'un film d'horreur, parce que bon, l'horreur, par essence, surtout le body horror, je vois pas en quoi c'est quelque chose de subtil, oui, parce voilà, que c'est très graphique. Il y a des sous-genres d'horreur qui sont plus subtils, et par contre, le body horror, c'est rarement subtil. Oui, voilà, mais c'est quelque chose que j'ai lu, donc bon, je le comprends, et en même temps, pour moi, c'est pas forcément le propos d'un tel film. L'autre chose que je comprends qu'on puisse reprocher, même si je trouve que c'est un sujet assez intarissable, c'est finalement que The Substance n'invente rien. Bon, il nous dit que le monde est misogyne, que le patriarcat, c'est pas bien, que les femmes souffrent en conséquence. Bon, effectivement, il n'y a rien de nouveau en termes de propos à ce niveau. Même si je trouve que c'est un point de vue qui est un peu facile, dans la mesure où, pour moi, ce ne serait pas nouveau si le film n'était pas aussi féroce dans sa manière de traiter les conséquences et les affres de la misogynie. Alors, tout est plutôt souligné à l'extrême. C'est-à-dire qu'on a dans The Substance... le producteur principal et les actionnaires qui sont des vieux mâles blancs de minimum 50, on va dire entre 50 et 70 ans environ, qui jugent de la qualité de la jante féminine à l'aune de la fraîcheur comme du bétail, en fait. Comme de la viande, en fait. Oui, c'est littéralement ça. Propos qui, d'un côté, là encore, est souligné par le fait que Margaret Qualley, et j'ai trouvé ça assez fascinant, est augmentée. Oui, c'est ça, elle avait des formes augmentées. Enfin, je veux dire, c'est littéralement, je trouve, une femme IA, quoi. C'est de l'intelligence d'ailleurs, artificielle. quand elle apparaît la première fois, elle est tellement... c'est la volonté de la photo, elle apparaît complètement... Alors, pas la première fois dans la salle de bain, mais la première fois quand elle sort de la salle de bain et qu'elle a elle va chercher sa tenue pour faire de fitness, elle a un côté irréel IA, et effectivement, les seins ont été... On dirait un nouveau robot. Voilà, les seins ont été augmentés, on voit que c'est du silicone, et les fesses aussi. Et d'ailleurs, elle insiste beaucoup sur les fesses dans le film, pour montrer qu'elles sont grosses, beaucoup plus grosses que ce qui devrait être le cas pour Margaret Qualley. Un regard de la part de Farja qui, là encore, je peux le comprendre, a pu mettre mal à l'aise certains spectateurs. Moi j'aime bien j'aime bien le rire grossier. En fait, j'aime bien rigoler dans des films quand on me montre des choses énormes et qu'on cherche pas midi à 14h. Enfin voilà, je veux dire, moi quand j'ai vu Margaret Qualley, donc qui incarne Sue, être à l'écran et la caméra qui se fixe comme ça, surtout sur ses fesses et puis en second sur ses seins. J'ai trouvé ça hilarant parce que pour moi c'était un miroir à la fois grossissant et déformant de ce que nous voyons tous les jours dans les magazines féminins, sur des publicités, des panneaux. Enfin, je veux dire, ça fait du bien en fait, parce que là-dedans il y a vraiment une vocation humoristique à faire rire qui a quelque chose de l'ordre de l'exutoire. C'est too much, mais c'est dans une idée. De toute façon, tout le film est too much, et je comprends que les gens ne l'apprécient pas pour ça. Alors parfois c'est chiant, effectivement. Il y a des séquences que je trouve c'est sursignifiant. Elle veut nous raconter un truc, elle met 18 trucs pour nous le montrer. Tu as ne serait-ce qu'un exemple ? Oui, ça a été beaucoup commenté, notamment sur les réseaux sociaux. C'est la scène du diner où elle revoit le mec qui travaille dans un hôpital d'ailleurs, ou une clinique, qui l'a en fait mis en contact avec The Substance, et moi je me doutais, toi aussi, que c'était déjà un type qui était en fait une meilleure version de la vraie personne qu'il est. Donc elle croise un vieillard, et on comprend qu'en fait c'était le genou qui lui a filé le truc, mais pour nous dire que c'est lui, il y a la tache de naissance qu'il a sur le bras, il y a la carte qui tombe, il y a son discours aussi, il y a aussi un flashback et une voix qu'on entend. Enfin, tout ça fait que
pour nous dire regardez c'est lui la personne qui est, mais c'est ce genre de choses des tics qui vont encore pour moi montrent qu'Aurélie Farja elle a peut-être encore, alors peut-être que c'est son truc elle, je sais pas, mais pour moi peut-être qu'elle aime bien, mais moi je pense que elle gagnerait peut-être à peut-être moins sursignifier certains trucs, alors que bon le reste quand elle montre des fesses, qu'elle montre tout ça va être dans le film en fait pour moi. Alors pour parler de cette scène juste précisément Morgane, c'est vrai, je suis d'accord avec toi qu'elle aurait tenu en fait juste par la mise en scène en nous signifiant que le devenir de Elisabeth, donc jouée par Demi Moore, interprétation sur laquelle on reviendra, que son devenir, son destin irrémédiable, c'est de finir comme ça, c'est-à-dire comme une espèce de personne qui vieillit, mais de manière croulante, de manière dégradante, en ayant le reste de vie siphonné par la soi-disant meilleure version de soi-même. Enfin, je veux dire, en fait, ça se sent par rapport à ce que ce vieillard dégage, par rapport à ce qu'il dit. Enfin, même juste la tache qu'on voit sur son bras, on a compris que c'était le mec. Hein. C'est ça. c'est juste ça. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que. Mais alors, peut-être que. J'en sais, mais peut-être que. Enfin, voilà, on est quand même dans une époque où je trouve que les films, et on en a souvent parlé à Ray Camera, tu seras d'accord avec moi, Morgane, sursignifie parfois des choses, alors qu'on les comprend nous-mêmes. Après, voilà, nous, on les comprend parce qu'on est habitué à regarder des films et qu'on comprend certains indices, mais je sais pas si tout le monde fonctionne comme ça aussi, tu vois. Non, mais oui, mais d'autant plus que le film, Mais c'est une forme de paresse. Ouais, paresse ou je sais pas, peut-être de manque encore d'expérience. C'est son deuxième film, donc voilà, tu peux pas juger non plus. Mais par exemple, enfin, elle cite beaucoup, enfin, elle cite pas forcément, mais le film a une ambiance très lynchienne d'un côté, avec des personnages qui sont très monstrueux, de producteurs. Ça fait penser à Mulholland Drive quand tu sais dans Badalamenti, il vomit pendant oui. De façon générale, c'est très référencé par rapport au cinéma. En tout cas, ça se voit, ça se constate, ouais. des choses connues. C'est un film qui digère, c'est un film postmoderne qui digère pas mal de choses, mais qui le fait bien. Mais après, ça on en parlera plus tard peut-être. Mais tu vois, Lynch par exemple, il s'embête pas quand il montre des choses, il s'embête pas à dire que tel truc c'était tel truc. Et il fait confiance au spectateur. Là peut-être un peu moins, mais c'est encore une fois peut-être parce que elle est encore inexpérimentée, je ne sais pas. Mais après moi, c'est juste des choses qui me gênent un peu en termes de mise en scène. Alors que d'un côté, enfin un côté, je veux dire, sur le côté balourd peut-être, mais pour moi c'est parce que on est dans une farce en fait oui, voilà, c'est ça. Et c'est pas grave. Dans une grande guignolade en fait. Le film épouse la monstruosité par la mise en scène, etc. Il y a quand même un côté cirque, je trouve. Ouais, c'est complètement le cirque de son sujet et ça fonctionne. Qu'elle monte des fesses tout le temps pendant le film, pour moi c'est pas grave parce que en fait c'est tellement des fesses qui sont d'ailleurs par le gros plan qui sont encore plus, enfin il y a plus rien de séduisant, tu vois, je veux dire, c'est de la monstruosité en fait. Oui, c'est ça, c'est pas séduisant, c'est le bal des fluides. C'est déjà Elisa Sou avant Elisa Sou, enfin tu vois, je veux dire, enfin tu sens déjà que tout ça c'est du fake, c'est de la chirurgie, c'est du et je trouve le film c'est pas grave s'il est pas subtil, c'est à ce niveau-là pour moi c'est logique, et d'ailleurs que la suite du film va répondre à ça en allant de plus en plus vers justement le côté baroque, outrancier, gore, jusqu'à la dernière séquence où il y a 21 000 litres de sang qui ont été utilisés pour ça. Voilà. Oui, c'est pour ça, Morgane, que je parlais d'exutoire. C'est que pour moi, il y a plusieurs manières dans le film qui fonctionnent sur ce mode-là, et donc le manque de subtilité, le côté complètement grotesque. Il y a d'abord d'un côté au début, et ça va crescendo, mais au final, l'intention reste la même du début jusqu'à la fin de The Substance. Il y a ses fesses en gros plan, il y a les seins en gros plan, il y a aussi les lèvres en gros plan. Il y a après, à la fin, et ça, personnellement, ça m'a assez éclaté, le jeu avec les seins qui pendent, et puis... oui, les gens rigolaient dans la salle, d'ailleurs. Bah ouais, forcément, il y a... Enfin, je veux dire, c'est vraiment le rire libérateur. Il y a les seins qui pendent, et puis on croit que que le film va s'arrêter là, en fait. C'est-à-dire, on se dit, bon, Demi Moore, il y a quand même quelque chose, finalement. D'ailleurs, au niveau du corps de Demi Moore, je trouve, qui se joue dans The Substance, c'est un peu, non pas la dégradation d'un monument, mais mettre finalement un monument du cinéma au service d'un propos. Et moi, je m'attendais à ce que ça s'arrête là. Et au final, on voit aussi la bête immonde finale
qui a des dessins qui se défont comme des ballons de baudruche remplis d'eau balancés sur la scène. Et en fait, j'ai aimé. Ah oui, il y a un sein qui tombe de son... Voilà. Mais ça répond j'ai trouvé ça extraordinaire. À titre personnel, j'ai aimé le fait qu'on joue autant d'une partie du corps d'une femme. Enfin, pardon, mais je veux dire, le nombre de films où les hommes ont joué avec leur pénis dans les films. Bon, et là, parce que ce sont des seins, ça mettrait les gens mal à l'aise. Ben non, enfin, on a le droit, nous aussi, quelque part, de jouer de ça. Et vraiment, il y a un aspect libératoire là-dedans, quoi. Et puis ça répond aussi à un truc que dit le personnage de Dennis Quaid, l'affreux producteur, qui dit de toute façon moi je m'en fiche, l'important c'est même si elle avait juste un sein au niveau de la tête, ça serait en fait c'est ça, le sein qui tombe de la tête, et ça devient monstrueux et ça le choque, et finalement comme quoi quand toutes les pensées dégueulasses qu'ils ont, ces personnages de producteurs et tout, elles sont reflétées dans le personnage final d'Elisa Zassou, qui est en fait une monstruosité et qui les choque. Et je trouve cette séquence assez génial, malgré, on peut dire, des utilisations de musique, etc., qui sont peut-être un peu trop référencées, mais ça, c'est pas grave, à la limite. Je veux dire, tout le film en lui-même est un mouvement, un geste qui lui, pour le coup, est programmatique lui aussi, comme le film de Sean Baker, mais dans un geste beaucoup plus extrême et radical que Sean Baker, qui a des... du coup, ça fonctionne mieux, forcément. Je veux dire, après, c'est pas grave... c'est pas grave d'avoir quelque chose qui est comme ça téléguidé. C'est aussi le chemin qui compte. Et si le chemin est marquant, forcément, ça fonctionne mieux. Même si la fin en elle-même est très choquante, donc du coup, il y a une rupture de ton encore plus violente. Et du coup, là, on est dans quelque chose de différent et de surprenant. Mais il y a des choses que tu avais dit, Julie, qui étaient très intéressantes, notamment sur les réseaux sociaux. Le fait qu'il ait choisi Demi Moore, qui est une actrice magnifique, qui a 60 ans. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle joue un personnage qui est plus jeune. Mais c'est crédible parce qu'elle fait plus jeune Demi Moore en soi. Bien donc, évidemment. Dans le film, Elisabeth a 50 ans, mais en vérité, Demi Moore en a 60. Mais d'ailleurs, là aussi, c'est un miroir qui fonctionne avec Margaret Qualley. Parce que Margaret Qualley, dans le film, on dirait qu'elle a 20 ans. Alors qu'elle en a 30. Alors qu'elle en a 30. C'est vrai, t'as raison, Julie. Et je trouve ça très bien d'insister sur le fait que ce que filme Coralie Farja, elle est très consciente d'avoir une Demi Moore, c'est pas n'importe quoi. Au-delà même qu'il y a le même destin d'une actrice qu'on voit moins en cinéma parce qu'elle a peut-être été jugée has-been à un moment donné. Exactement. Et donc du coup, le fait qu'elle ait choisi une femme déjà belle, mais qui est remplacée par quelqu'un que certains peuvent trouver moins belle ou plus belle, ça ce n'est pas grave. L'important c'est que... Mais d'ailleurs, pardon, au passage, et je te laisserai terminer, Morgane, je trouve ça assez extraordinaire que ça ait suscité autant de débats, le fait que Demi Moore soit jugée plus belle que Margaret Qualley dans le film. Bien sûr. C'est pas le propos. Non, et voilà, c'est ça que je veux en venir, c'est le seul propos, c'est qu'en fait elle est juste mise de côté parce qu'elle est jugée obsolète parce qu'elle a passé 50 ans. Et ce qui est le cas de beaucoup d'actrices au cinéma. Mais on va pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a qui a plus de 50 ans qui continue. Il y a Julianne Moore, et c'est dans les films indés et pas les gros machins, sauf vite fait Tilda Swinton. Sauf vite fait Hunger Games, mais bon, c'était une fois il y a je ne sais combien d'années, donc ça compte pas. Il y a Nicole Kidman, c'est une des seules. Oui. Et encore, elle a choisi ses films. Elle n'est pas forcément dans des films qui sont sur le devant. Elle bosse dans des films sur Netflix, elle bosse dans des films qui font des festivals, mais elle fait plus de gros films. Voilà, exactement. Et en fait, c'est quoi le destin de toutes les femmes qui se rapprochent de la cinquantaine? Pardon, mais Jessica Chastain, on la voit où? Amy Adams, on la voit où? Je veux dire, faut... Morgane qui me regarde avec des yeux parce que je commence à m'agiter et à taper sur la table. Mais en vrai, elles disparaissent toutes. Et alors, bon, d'un côté, c'est la loi aussi d'Hollywood, il y a des nouvelles têtes, etc. c'est vrai qu'il y a un renouvellement, c'est normal. Voilà, mais les femmes disparaissent toujours à partir d'un certain âge. Alors, je dis pas qu'elles n'ont pas de projet. Ça a changé, ça a un peu évolué. Elles ont quand même encore un peu de projet, mais elles passent sous les radars. Et c'est aussi, juste pour conclure par rapport à ça, lié au fait que, peut-être on en reparlera avant la fin d'Arrêt Caméra, qu'il y a une concentration de plus en plus extrême sur quelques noms. Oui, voilà, ça d'accord, mais juste le vrai problème aussi, c'est qu'à Hollywood, on n'écrit plus des rôles pour des personnages qui ont plus de 50 ans, des femmes, surtout des hommes, ça passe un peu mieux, mais on n'écrit plus des rôles de femmes de personnages principaux de films pour des femmes de plus de 50 ans. En France, c'est un peu différent, par exemple. Et voilà, c'est pour ça que Demi Moore, elle a dû trouver d'ailleurs un rôle chez une réalisatrice française ça fait sens aussi, tu vois, pour moi, c'est logique. Et non, et
Et sinon, pour revenir sur le body horror, je trouve que le film est référencé, Cronenberg, etc. Mais elle arrive quand même à filmer le corps féminin. Elle apporte vraiment son point de vue de femme et je trouve ça brillant. Le seul petit gros bémol en vrai, mais qui m'empêche de trouver le film absolument génial, c'est je trouve que elle cède un peu trop au cynisme sur la fin et demi-mour, je trouve que et c'est là qu'on ne sera pas d'accord, mais je te laisse terminer en premier. Oui, la scène finale où ce qui reste du personnage d'Elisabeth va sur l'étoile qu'on a vu au tout début du film, l'étoile qui lui est consacrée, Elizabeth Sparkle, sur Hollywood Boulevard, et ensuite de traiter comme une espèce de vulgaire tache de pluie et nettoyer. Je trouve cette scène glaçante de cynisme et je trouve ça terrible pour le personnage d'Elisabeth et pour moi ça m'a un peu refroidi. Julie, toi t'es pas d'accord parce que tu trouves que c'est non même si ça va pour moi dans l'idée même du film, mais je trouve un peu dommage de céder peut-être trop à l'idée du film qu'on s'était faite jusque là et de pas avoir une espèce de soubresaut anti-cynique. Elle finit par céder au cynisme et voilà, ça c'était mon point de vue. Julie, en fait pour moi c'est il y a plusieurs choses. Alors déjà je considère que c'est un faux cynisme, c'est-à-dire que ça a l'air d'être cynique, mais j'estime que ça ne l'est pas. En fait, ça a l'air de l'être parce que c'est sur le même ton du film, c'est-à-dire outrecuidant dans la surenchère, etc. Enfin, je veux dire, c'est à l'image du reste du film, c'est pas sobre. Donc, forcément, appliqué là à la disparition de Elisabeth et pas au reste, ça peut paraître cynique là où le reste ne l'apparaissait pas forcément. C'est pour ça que je dis que pour moi ça ne l'est pas. C'est juste que sur la forme ça en a l'air, mais sur le fond ça ne l'est pas. Surtout que malgré tout on a quand même de l'empathie pour le personnage, même si toi tu trouves qu'elle est quand même jugée, mais je trouve qu'il y a quand même de l'empathie pour le personnage. Oui, non, je trouve que Elisabeth bénéficie d'une certaine empathie, mais je trouve qu'elle est quand même limitée par certaines choses. C'est parce que comment dire, en fait c'est compliqué au final. On a de l'empathie pour sa souffrance. Enfin, on a de l'empathie pour un être humain qui souffre. C'est-à-dire, à chaque fois que quelqu'un souffre, forcément, même si la personne n'a pas forcément de raison de souffrir ou que sais-je, on a de l'empathie pour. Pour moi, c'est la fonction d'un être humain normal, on va dire. Mais il n'empêche que pour moi, cette empathie, elle est limitée par certaines choses. Et je vais expliquer lesquelles. Premièrement, le fait qu'elle est riche. C'est la principale. Non, mais c'est vrai, je veux dire, Elisabeth est riche. Enfin, c'est compliqué d'avoir, je trouve, de l'empathie pour quelqu'un qui n'a pas de, manifestement, de ce que le film montre, qui n'a pas de problème d'argent, qui n'a pas de problème pour manger, pour se nourrir, ce que je viens de dire, bref, pour se vêtir, pour avoir une femme de ménage, bref. Elle a des problèmes, en fait, en fait, tout ce qui est de dysmorphisme, je sais plus quel est le terme. Dysmorphie, ouais, mais c'est vrai que tout ce qui est financier est évacué dans le film. D'ailleurs, il y a un moment où mais c'est quand même montré, tu vois. Il y a la femme de... Non, mais ce que je veux dire, évacué... Alors, non, pardon, c'était pas clair. Je voulais pas dire évacué en mode évacué par ça n'existe pas. C'est juste que c'est évacué pour montrer que c'est pas un problème pour elle, vu qu'elle a de l'argent. Et effectivement, elle radie visiblement une femme de ménage qu'on voit au début du film. Et surtout, il y a des moments où elle se fait la bouffe et on sait pas comment elle a fait pour avoir de l'argent. On devine qu'elle a pu commander. Ça a dû coûter très cher de se faire apporter autant de trucs, surtout à Hollywood où t'imagines, tu fais apporter des produits français. Bien évidemment. Et la mise en scène l'évacue, c'est pour prouver qu'elle est confortable dans sa position. En fait, on a de l'empathie par rapport à sa souffrance parce qu'elle est liée au fait qu'elle n'arrive pas à saisir qu'elle est belle alors qu'elle l'est. Et en même temps, dans la meilleure scène du film, dans le miroir où elle se prépare et elle va pas arriver à aller au rendez-vous. Elle y va, elle revient. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à une scène à ce niveau chez Von Trier, The House That Jack Built, où il y a comme ça un truc de il y va, il revient, il y va, il revient. Ah oui. Bah non, mais c'est vrai. Oui, alors c'est pas pour le même problème. Non, pas du tout. Mais j'y ai pensé, tu vois. Et donc, c'est pour tuer quelqu'un, c'est différent. Non, mais bien sûr, mais bon, là, elle se tue un peu elle-même, tu vois, quelque part avec ça. Donc c'est pour ça que ça m'y a fait penser. Et dans l'indestation de soi, c'est la scène clé du film, je trouve. Complètement. Et parce que tout le monde. Et c'est une des plus terrifiantes. Oui, et tout le monde peut utiliser ça en mode oui, vous regardez, il n'y a pas besoin d'effet gore pour y arriver. Voilà. Et en même temps, je trouve ça très bien qu'elle ait mis cette scène au milieu d'une scène où il y a beaucoup d'effets body horror, etc. Pour montrer qu'aussi le body horror, c'est pas que à l'intérieur, c'est aussi de la surface de l'être humain et qu'il existe aussi
même sans effet. Mais ça veut pas dire qu'à côté, c'est pas bien, tu vois. Je veux dire, certains pourraient le dire, tu vois. Mais donc, Morgane, pour revenir sur cette histoire d'empathie, pour moi, donc, comme je disais, le principal motif qui fait qu'on a quand même une certaine distance avec elle, c'est, premièrement, elle est riche. Enfin, c'est compliqué, je veux dire... je vais dire n'importe quoi, mais aujourd'hui, tu me dis Bernard Arnault, il déprime, il est riche, voilà, qui paye un psychologue. Enfin, je suis désolée, je suis affreuse, mais voilà, c'est comme ça. Mais premièrement, ça, plus, mine de rien, l'autre chose, je trouve, pour laquelle on n'a pas forcément d'empathie, c'est ce qu'elle fait. C'est-à-dire, quand je dis ce qu'elle fait, c'est mettre son argent, non pas au service de sa santé mentale, mais parce que certes, dans le film The Substance, on est dans un monde ultra matérialiste, ultra capitaliste, ultra consumériste. Le nôtre. Le nôtre. Bien évidemment. Et c'est pour ça que je trouve le film passionnant aussi. C'est que donc, elle achète un produit qui fait que du coup, elle franchit une certaine limite qui est... je veux dire, c'est pas seulement une limite légale, c'est aussi une limite morale. Parce que en fait, le film la met dans cette situation parce que finalement, ce qu'elle fait se rapproche des tentatives d'immortalité. C'est-à-dire, elle veut continuer à perdurer. Et c'est pour ça que je trouve... C'est Dorian Gray, tout ça, ouais. Bien évidemment. Et c'est pour ça que je trouve que l'empathie vis-à-vis d'Elisabeth est circonscrite. C'est parce que c'est une personne qui, certes, d'un côté, on la jette. Mais d'un autre, elle peut vivre d'une autre manière, mais elle fait le choix quand même de s'accrocher pour un système qui ne le mérite pas. Non, mais c'est vrai, c'est là où t'as raison, c'est une vanité en fait, le film. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le personnage du Memento Mori, Memento Mori, c'est elle-même, parce qu'elle se voit vieillir, et c'est aussi le personnage dessous. Et finalement, elle a ce qu'elle mérite à la fin. Voilà. Alors, je n'irai pas jusque-là, parce que on ne mérite pas de mourir comme de ça. Jouer avec, mais elle est tellement vaniteuse qu'elle appelle un homme pour aller au restaurant dont elle n'a absolument rien à faire. C'est juste pour se prouver qu'elle peut encore en valoir la peine. C'est pour ça, encore une fois, que je trouve que l'empathie par rapport à Elisabeth est limitée. Plus, donc, j'en reviens à ce qui se passe à la fin. Pour moi, le fait de l'effacer, c'est vraiment le coup de canif porté à sa vanité. C'est une espèce de relativisme qui, certes, ne plaît pas à tout le monde, mais qui, de mon point de vue, donne finalement beaucoup de souffle au reste du film, qui n'est pas du tout relativiste. mais je trouve que c'est un beau contrepoint, une belle manière de terminer, que de dire que tout ça... après tout, on s'en fiche un peu parce que les stars ont fini par les oublier, parce que de manière générale, le cinéma, c'est des films qu'on a vus à une époque et qui finissent par se perdre parce qu'on les a pas conservés et que le temps passe et que rien n'est immuable. Et j'ai bien aimé ce geste-là. C'est une très belle phrase de fin, Julie. Merci. Tu es peut-être la personne qui parle le mieux de Substance en France. Mais non, n'exagérons rien. Non, mais c'est très, très, très bien. Même si je suis pas forcément d'accord, mais c'est très, très bien. On a terminé sur The Substance. On n'a pas mal parlé dessus. On va parler d'un film VOD, SVOD. On refait un film d'horreur. Tiens, on avait dit qu'on terminerait avec The Substance, mais finalement, on l'a vu il y a moins de 24 heures. C'est Late Night with the Devil de Colin et Cameron Cairns. Troisième long métrage des frères australiens Cameron et Colin Cairns, Late Night with the Devil a connu un franc succès aux USA au printemps dernier, rapportant plus de 15 millions de dollars au box-office domestique. Sans distributeur en France, il débarque finalement pile poil pour Halloween directement sur Canal+. Incorporant des éléments du found footage et du documentaire, le film est une variation sur le thème de la possession démoniaque. Julie, le résumé. Oui, donc on est le 31 octobre 1977. Autrefois étoile montante du petit écran, Jack Delroy est confronté à la chute vertigineuse de l'audience de son émission. Déterminé à retrouver sa gloire, il planifie un show en direct spécial Halloween où il convie une série d'experts du paranormal. Alors que le show au début se déroule de manière, on va dire, bon enfant, sympathique, malgré toutes les aigreurs et les caractères assez antagonistes qui s'y retrouvent. Ça finit par complètement déraper et pour le motif principal de la course à l'audience. Voilà. Donc le film, je disais que c'était un found footage documentaire. C'est un peu particulier parce qu'on a beaucoup parlé de found footage d'ailleurs dans notre podcast. En fait, c'est un
phone footage parce qu'ils ont retrouvé des documents, des archives de l'émission déjà en elle-même et aussi des coulisses de l'émission. C'est comme une vidéo de 2 heures de Lina, par exemple. Exactement. Même si, bon, le film triche beaucoup. Je suis d'accord. On se demande d'où sortent les images des coulisses, puisqu'on se demande comment il y a une caméra qui est là, qui va filmer les coulisses comme ça, qui navigue, alors qu'à côté, on a des gros machins qui sont sur des plots. Enfin, voilà. Ouais, je pense qu'effectivement, par rapport à ça, Morgane, et c'est parfait qu'on y revienne, toi et moi, parce qu'on n'en avait pas discuté en off. C'est vrai que c'est l'angle mort du film qui, moi, m'a laissé un peu sur le carreau. C'est que autant j'ai adoré toute la partie émission, autant j'ai du mal à comprendre ce qui justifie le fait qu'il soit filmé au moment des interstices dans l'émission, c'est-à-dire des coupures publicitaires, des annonces. Je ne comprends pas qui est cette personne qui filme, pourquoi cette personne filme, quel est le but du fait qu'elle filme. Encore plus quand tu vois que les personnages ont des discussions à deux qui sont vaguement secrètes entre le producteur notamment et enfin je sais plus c'est le producteur en tout cas le pote de Jake mais qui a l'air aussi d'être investi dans sa carrière et Jake ou Jack où ils parlent il faut faire ça comme si et ils sont filmés. Oui. En fait je trouve pas ça très bien fait et j'aurais trouvé ça plus marrant et plus astucieux que ce soit filmé un peu comme je vais parler d'un film qui n'a rien à voir. Désordre de Cyril Chauvelin. Tu sais, quand ils sont filmés de loin, mais qu'on les entend comme s'ils étaient de près. D'accord, ouais. Je trouve que là, ça aurait été complètement justifié dans Late Night with the Devil. C'est-à-dire que, en fait, les caméras ne s'arrêtent jamais de tourner, mais qu'on les entend de loin, parce qu'ils ont leur micro sur eux, et à chaque fois, ils ne retirent pas leur micro. Là, je suis d'accord, ça aurait été... Cette idée aurait été super. Voilà, ça crée une suspension d'incrédulité, comme on dit, pendant le film qui un peu gêné. Alors après, le film est très plaisant, et je trouve le film assez ludique dans sa retranscription d'une émission de télé, avec ces 3 moments forts avec chacun un invité à chaque fois. Et d'une époque aussi, du coup. Oui, d'une époque, mais même si les late night, en soi, ça existe encore, donc ça aurait pu se passer à notre époque, en vrai. Mais c'est vrai que les années 70 avec la montée du satanisme etc effectivement ça a vraiment un intérêt de le placer à ce niveau-là et non, le procédé est très ludique, mais il y a des failles qui font qu'il y a des moments où j'ai un peu tiqué. Mais ça reste un film très plaisant, même si je trouve paradoxalement que autant la première heure m'a plutôt tenu en haleine, même s'il y a des lenteurs, parce que c'est aussi le projet du film, c'est de... il y a un côté slow burn. Correspondent complètement à retranscrire l'émission en elle-même, un peu ce que faisait le film de Anna Kendrick où on suit l'émission de télé. Les 2 films se ressemblent pas mal, Morgane, et puis même en termes d'esthétique et de couleur, les 2 plateaux télé sont les mêmes. C'est la même époque, 77-70. Exactement. Et c'est orange et rouge. Et le film t'oblige du coup à regarder l'émission de télé en fait d'une certaine manière, avec certes les coupures publicitaires qui en fait introduisent les séquences dans les coulisses et du coup il y a des passages un peu plus chiants que d'autres, il faut l'admettre, mais c'est pas grave, ça fait partie de la rigueur du procédé, parce que là-dessus il y a de la rigueur contrairement aux scènes de coulisses et je trouve que malheureusement une fois que qu'on a passé l'introduction de la fille qui est possédée avec sa lévitation etc en direct, puis le moment aussi assez fort du type qui va l'illusionniste qui s'amuse à débunker les charlatans du paranormal et qui fait lui-même une hypnose collective et qui finalement fait une simulation en temps réel, quoi. Et je trouve ça très bien parce qu'en fait du coup l'image puisqu'on voit en fait une image qui est issue d'une émission capté et en fait il y a une intrusion de ça, parce qu'en fait c'est nous-mêmes il induit que le spectateur du film est lui-même hypnotisé, puisqu'après on revoit en fait les séquences qui ont été tournées et on se rend compte que tout ce qu'on a vu, donc les vers qui sortent du corps du type, ce n'est pas arrivé. Alors question par rapport à ça, Morgane. Et ça c'est très bien. Oui, alors justement j'allais dire question par rapport à cette séquence, Morgane, quand on voit les vers sortir du corps du film et tout. Est-ce que toi tu as marché ou pas? Moi j'ai marché. Bien sûr, tu marches parce que non, mais je pose la question parce que moi à aucun moment je me suis dit
ah mais le type il a des vers qui sortent du corps, c'est complètement faux. Moi j'y ai vraiment cru. Bah tu crois, parce que juste avant il y a quand même l'introduction du monsieur Faufil là, le démon qui et tu dis qu'il peut-être qu'il navigue dans l'émission et qu'il va prendre le corps du type. En fait je me demandais si toi tu avais cru comme moi, parce que je me posais la question de si j'étais particulièrement crédule pour y avoir cru ou si je n'étais pas la seule quoi. Non, je pense que ça fonctionne justement parce qu'il y a toute cette introduction au départ il y a de la séquence d'exorcisme juste avant et juste après on a l'idée que l'image en fait tu te dis que comme c'est du fan footage, ce que tu vas voir c'est pas donc c'est la stricte vérité documentaire du truc, mais en fait là il y a un petit tricks des réalisateurs, c'est un filoutage quoi. Un truc du filoutage, c'est qu'en fait tu es hypnotisé par le type comme les autres personnes, et donc ce que tu vois finalement ça correspond à l'induction, enfin ce que induit l'hypnotiseur aux autres, mais pas c'est peut-être une des idées les meilleures du film. Voilà, c'est ça. Malheureusement, après, je trouve que le film, les 20 dernières minutes, notamment la séquence où il navigue dans un monde parallèle parce il a été, les gens se font massacrer, etc. C'est un peu longué. Et d'ailleurs, on est censé être dans la tête du personnage, parce qu'en fait, il croit tuer sa femme et il tue la petite fille. Je trouve que là, en fait, ça trahit complètement le fan footage, parce que là, en fait, on est dans la tête du personnage et on n'est plus dans le fan footage. Oui, voilà. Et puis même là, à ce niveau, moi, j'ai trouvé que c'était... il y a quand même des types d'images qui m'ont plu dans Late Night with the Devil. C'est toute la partie documentaire sur l'occultisme, l'ésotérisme. Et je trouve que le film, c'est peut-être ce qui m'a un peu le moins plu aussi, c'est que le film n'en fait pas grand-chose. C'est-à-dire que... alors certes, à la fin, on le voit lui avec ses souvenirs, entouré par une tête de chouette et d'autres personnes qui semblent requérir quelque chose de sa part, un geste fort. Mais dans la façon dont c'est exécuté, je trouve que c'est pas à la hauteur de ce que le film nous promettait au début. Ça manque vraiment de gestes forts. Contrairement à ce qui se passe sur le plateau du show télévisé, où là, en termes d'effets visuels, de retournement de situation, de débat aussi entre ce en quoi on peut croire et ne peut pas croire, et finalement ce qui constitue quelque part une photographie de cette époque-là et des débats qui se jouaient à ce moment-là, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort dans le film. Donc tout ça, toute cette émission, toute la manière dont l'émission est menée, toute la réflexion aussi, certes, qu'on a déjà vue, mais elle est plutôt bien faite sur ce que on est prêt à faire pour l'audimat, pour les annonceurs, pour la gloire, la célébrité, les audiences, etc. Tout ça, pour moi, était bien. La fin, il y a un côté dans la manière dont le souvenir est fait, je sais pas, ça, en fait ça ressemble faussement au film des années 70. J'ai l'impression de voir une image un peu de sous Brésil de Terry Gilliam, tu vois. C'était pas très genre que c'est des années 80, mais ouais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un peu le même genre d'imagerie. Ça m'a pas touché plus que ça, quoi. Et puis même pour évoquer une espèce d'idée d'enfer, etc., aussi de trucs un peu païens, mais c'est là où tu sens qu'ils sont en fait ils sont bloqués par leur concept même et ils veulent pas sortir du studio télé, et en même temps c'est pas logique qu'on assiste à ce qu'il y a dans sa tête via le fan footage. Là il y a même pas de choses induites par un hypnotiseur, et c'est pas logique, et du coup ça fait que en fait ce qu'on voit finalement c'est assez pauvre en termes d'imagerie, parce que ça reste bloqué dans ce système là. Et j'allais dire, Morgane, je comprends pas trop, parce qu'il y a un moment, et il y a une image qui m'a pas mal marqué dans le film par rapport à ça, c'est que j'aime bien les montages photos où on a l'impression qu'il y a un fantôme ou autre, et en fait c'est pas le cas, et il y a de ça un moment dans le film où quand justement ils repassent leur bande, on voit totalement Immortality ce moment-là. Voilà, on voit alors Immortality, on le rappelle, c'était un jeu vidéo dont on avait parlé au tout début d'Arrêt Caméra, comme ça, où en regardant des bandes des bandes d'émissions, on va en avant, en arrière il y a des images cachées qui apparaissent en allant en arrière ou en faisant un stop, un arrêt sur image. C'est ça. Un arrêt caméra, et ça, moi, c'est une des images qui m'a le plus plu dans Late Night with the Devil. Et je comprends pas pourquoi, là encore, en termes d'idées de mise en scène, ils sont sortis du plateau alors qu'ils auraient pu faire en sorte que le fantôme soit sur le plateau déjà, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, une idée toute bête, mais ça aurait pu être quelqu'un
sur lequel on s'est penché du public, qui d'un coup se lève, et en fait, c'est lui le fantôme. Tu vois, un truc simple, en fait, qui aurait permis de rester dans ce système-là, tout en étant une idée originale. Bon, après, je vais pas refaire le film, mais j'ai trouvé qu'en fait, à certains endroits, et je l'ai plutôt aimé, il y avait de très bonnes idées, et à d'autres, bon, c'est un peu dommage, c'était moins flamboyant que le reste. C'était un peu paresseux. Oui, c'est un peu. Il y a des paresses. Le film en lui-même n'est pas paresseux, mais il y a des paresses. Voilà. Et d'autant plus que tu as raison, c'est que pourquoi pas travailler sur la matière image en elle-même du fan footage, qui est toujours intéressant dans le fan footage en général. Et là, finalement, tu sens qu'ils ont fait un fan footage, mais plus parce qu'ils s'étaient dit que c'était cool de le faire, plutôt que des types qui avaient vraiment envie de faire un fan footage. Parce qu'au final, il n'y a rien qui justifie vraiment le fait que ce soit un fan footage. Oui, voilà, ça aurait pu très bien se passer dans un film normal, comme Anna Kendrick a fait une reconstitution fictionnelle, mais qui colle à ce qui s'est passé. Même si là, quelque part, Morgane, ça justifie la forme du film qui est stricto sensu se concentrer en grande majorité, comme on vient de le dire, sur ce plateau, sur cette émission. Mais on aurait pu faire ça sans que ce soit décrété comme étant un fan footage. De la même manière que je comprends pas trop, j'ai trouvé ça un peu facile, pourquoi dans les moments de publicité et d'annonce, quand ils parlent en coulisses, pourquoi c'est en noir et blanc? Enfin, je veux dire, c'est un peu ridicule. Pourquoi pas de la couleur, tu vois? Enfin, juste mettez un autre filtre, mais pourquoi du noir et blanc? Parce que la caméra qui les suit dans les coulisses, elle a pas de pellicule couleur. Non, mais attends, voilà, tu vois, il y a des petits choix comme ça qui sont un peu de l'ordre de la posture. Bon, c'est pas extraordinaire. Mais après, moi, j'ai beaucoup aimé le film parce que d'abord, je suis sensible à cette esthétique-là, à cette époque-là. Enfin, je le dis, on va dire, par honnêteté intellectuelle. J'aime bien les histoires d'ésotérisme. Bon, de possession, c'est pas forcément mon truc. Mais là, à ce niveau-là, le film est assez original parce que ça change. Ça redynamise un peu le film de possession qui est toujours un peu passe pas toujours par les mêmes trucs. En plus, il y a pas. C'est souvent des trucs de catholiques et machin. Voilà, et tout bon, là, c'est différent. Il y a pas toute l'imagerie religieuse, etc. Et ça fait du bien en vrai de sortir de ça. Pour le coup, je trouve que c'est plutôt une qualité du film. Puis j'ai bien aimé en soi les personnages, que ce soit la psychiatre. Qui a l'air certes honnête, mais bon, qui a beau clamer son honnêteté, parfois on se pose des questions. Ouais, puis elle met une baffe à la fille, juste parce qu'elle lui a dit qu'elle couchait avec le type. C'est pas pour d'autres raisons. Non, mais c'est ça. On sent qu'elle a un côté un peu ignoble, quoi. Ouais, elle sort de son rôle de tutrice, etc. Et elle lui met une claque en mode tu dis pas ça à la télé parce que c'est secret, quoi. J'ai bien aimé aussi le médium du début qui s'appelle Christou. Ça m'a fait hurler de rire comme nom. Christou. Qui est un charlatan du début à la fin, quoi. Oui, et qui en fait se révèle ne pas l'être. Enfin, il a... Un peu comme la professeure dans Harry Potter. Sibylle Trelawney. Je demande si en fait c'est pas le démon qui lui fait une farce en fait. C'est ça. En lui donnant une vraie vision. Et lui-même en a l'air surpris et voilà, et finalement ça se retourne contre lui et il finit par mourir, même si c'est hors champ. Et puis j'ai bien aimé aussi le prestidigitateur, tout simplement. Peut-être le meilleur personnage du film en soi. C'est vrai. Ouais. Je m'attendais pas à ce que ce soit le plus construit. C'est-à-dire, je m'attendais à ce qu'il fasse des tours de passe-passe dans le film, et on en a au début, mais je m'attendais pas à ce fameux geste où on se croit hypnotisé. Je m'attendais pas comme ça à ce qu'il remette absolument tout en cause, mais je veux dire, l'épaisseur que le film lui donne, finalement, c'est ce qui a été parmi les effets les plus captivants de Late Night with the Devil. Voilà, après, il y a quelques imperfections, hein, mais globalement, pour un film d'horreur, moi, j'ai trouvé ça très bien, quoi. Oui, puis surtout, Julie, qui n'est pas forcément fan de l'horreur, je pense que t'as été agréablement surprise par le film. Complètement. Moi, de mon côté, je trouve que c'est une bonne série B avec pas mal de défauts, mais ça se regarde et c'est assez cool qu'il soit finalement visible d'une manière ou d'une autre en France, même s'il faut avoir un abonnement Canal+ pour le moment. Et je crois qu'il est peut-être disponible aussi en VOD à la location. Mais c'est très bien qu'il ait une sortie, en tout cas, alors qu'à l'époque, ce genre de film, fallait télécharger le film compliqué. Dans les années 2010. Il fallait être dans l'illégalité. Il fallait aller sur Pirate Bay et compagnie pour avoir le droit de voir le film. Donc c'est très bien et que ça continue comme ça. On en a terminé avec ce 43e épisode d'Arrêt Caméra. Alors, pour la prochaine quinzaine... c'est un peu flou. Non, mais c'est un peu flou, c'est vrai, Morgane. Il y a forcément Gladiator 2 de Ridley Scott. Mais Ridley Scott, je vous avoue qu'après Napoléon, chat échaudé craint l'eau, donc je sais pas.
Enfin, on va aller le voir, mais... Après aussi House of Gucci, après aussi... Non, mais Ridley Scott, pourtant, je n'ai strictement rien contre lui, mais... Enfin, il a quand même abusé de ma patience. En tout cas, vérifier si Ridley Scott est devenu Ridley Scroot. Pardon, c'était nul. Oui, bon, c'était pas glorieux. Mais bref, donc voilà, il y a le Gladiator 2. Il y a le prochain film d'animation de Hasan Avicius. D'ailleurs, son premier film d'animation, La plus précieuse des marchandises, qui était au Festival de Cannes. Donc ça, forcément, on va en parler. Ensuite, il y a des films qui pourraient être au programme. On laisse planer le mystère et le suspense. Voilà, on vous laisse peut-être deviner de votre côté. Non, on va voir ce qui est possible d'aller voir en tout cas. Mais merci de nous avoir écoutés pour ce 43e épisode. Et on vous dit à la prochaine. Oui, à la prochaine.